Conséquence de la lente évolution des règles morales, de la relation du vainqueur au vaincu, du rapport des sociétés à la mort, du passage de la barbarie à la raison, dans la seconde moitié du XIXe siècle sont adoptées les premières règles internationales de droit applicables lors des conflits armés. Au cours du long XXe siècle, le droit à la guerre fut précisé et approfondi, en particulier dans les conventions de Genève et les conventions des Nations unies. Force est de constater que souvent ces règles ne sont pas respectées, cela a été dit aujourd'hui, voire ouvertement violées, y compris par des démocraties établies, et ces règles sont l'objet d'interprétations, plus encore d'instrumentalisation, au gré des rapports de force interétatiques. Mais aussi en raison d'un déficit juridique, de la Pradelle l'a souligné ce matin, quand les documents internationaux ne sont pas mis en conformité avec l'évolution des conflits armés, qu'il s'agisse du perfectionnement des moyens d'extermination ou des nouvelles stratégies de guerre, ce qui se constate en particulier lors des guerres asymétriques. Ainsi, dans de nombreux documents internationaux, se rapportant aux guerres conventionnelles, guerres de libération nationale, guerres civiles, il n'existe pas de définition distinguant un acte de guerre d'un acte terroriste. En conséquence, il suffit de qualifier un acte de terroriste pour que les auteurs ne soient pas protégés par la coutume et le droit international. Ceci autorise le gouvernement des États-Unis à ouvrir le camp de Guantanamo, à ce que les prisons d'Abu Ghraib, de Bagram ou ailleurs, les prisonniers soient soumis à des techniques d'interrogatoire précisées dans des documents officiels, à ce que les suspects de la CIA soient en toute illégalité remis par des États de l'Union européenne à la CIA afin qu'ils soient transférés dans des pays où ils peuvent être impunément torturés. On a également recours, certes, à de tels sévices et comportements dans d'autres pays, en Palestine, en Tchétchénie, au Congo, en Colombie, constat qui nous interpelle: combien d'États dans le monde ne peuvent être mis en accusation? Sujet omniprésent dans le discours politique et les médias, en raison de leur caractère transétatique, les actes terroristes ou qualifiés comme tels apparaissent comme un risque de carnage sans frontières, ce qui justifie la mise en place d'une surveillance planétaire toujours plus prégnante des citoyens. Depuis septembre 2001, des structures antiterroristes, formelles et informelles, se sont multipliées de façon exponentielle, aux États-Unis, en Europe et dans le monde entier. Les concepts stratégiques de l'OTAN intègrent comme une priorité la lutte contre le terrorisme. L'ONU a mis en place un comité contre le terrorisme et le 2 mai 2006, Kofi Annan a présenté un rapport intitulé « S'unir contre le terrorisme, recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale ». Pour autant, terrible réalité, les actes qualifiés de terroristes vont se multipliant et font courir la menace de graves dérives répressives. À ce sujet, on peut lire dans le rapport de Kofi Annan pour une réforme des Nations Unies de mars 2005, la lutte contre le terrorisme a un effet secondaire très important. En luttant contre le terrorisme, on court le risque d'un sacrifice très lourd du côté des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Dans un document du Center for Defense Information, on peut lire « Définir le terrorisme est désormais une entreprise si polémique et si subjective que cela s'apparente plutôt à un exercice relevant de l'art que de la science. Il serait bon que cela soit d'abord un exercice de droit. La guerre est en soi un crime. Cela affirmé en raison de différents traitats, de desseins géopolitiques, d'ambitions impériales ou régionales, de déchirures ethniques ou religieuses au sein d'une nation, de la volonté de soumettre des populations ou de l'aspiration de ces populations à se libérer d'une domination coloniale ou des régimes totalitaires, le recours à la guerre est une réalité. Le droit humanitaire n'a donc pas pour objet de la proscrire, mais d'introduire des règles au droit de la guerre, au droit de tuer. En condamnant la vengeance ou en opérant des distinctions entre les combattants et les civils, les résistants et les mercenaires, mais aussi en reconnaissant des mobiles
à la conduite d'une guerre, par exemple le droit à l'indépendance. Ainsi, l'article 96 du protocole additionnel 1 des Conventions de Genève élargit aux guerres de libération nationale les mesures de protection applicables aux conflits armés internationaux. Dans ces conflits, face à la puissance de frappe des armées modernes et aux moyens technologiques dont un État peut faire usage, doivent être pris en compte le recours à la guérilla et à l'attentat qui lui est intrinsèquement lié. D'autres mobiles sont évoqués. Les situations politiques, économiques et sociales, ce que souligne dès 1987 l'intitulé de la résolution 42-159 de l'Assemblée générale des Nations unies, sur les causes sous-jacentes des formes de terrorisme et d'actes de violence qui ont leur origine dans la misère, la déception, la détresse, les griefs et le désespoir, et qui poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, y compris la leur, pour tenter de provoquer des changements radicaux. Résolution qui, dans ses conclusions, considère qu'il serait possible d'accroître l'efficacité de la lutte contre le terrorisme en donnant du terrorisme international une définition qui rencontre l'agrément général. Définir quand un acte qualifié de terroriste peut se voir reconnu les règles du droit international se justifie aussi en raison de l'extrême diversité des actions que le vocable recouvre. Ainsi, ont été ou sont qualifiés de terroristes les attentats suicides du World Trade Center, les actions du FLN algérien, ceux des escadrons de la mort en Amérique latine, de l'ETA basque, du Sentier lumineux péruvien, du groupe Stern et de l'Irgun en Palestine, de la Main rouge en France, du Hezbollah libanais, des Contras au Nicaragua, du FNL vietnamien, des Waterman aux États-Unis, de la fraction armée rouge en Allemagne, de la secte Aune au Japon. Il en est de même pour l'attentat du Lockerbie, celui de la gare de Milan, l'assassinat de Le Tellier, les opérations dans la bande de Gaza, les bombardements de Dresde, Tokyo et Coventry, celui de Marouaïne au Liban, ou des actes de résistance au nazisme. Cette énumération très incomplète montre, s'il est nécessaire, la complexité du problème posé par des actes aux motifs politiques, idéologiques, religieux ou aussi sacrificiels. Opérations qui relèvent du terrorisme d'État, il faut les distinguer de celles qui dépendent du terrorisme insurrectionnel. Les attentats qui s'inscrivent dans une stratégie militaire, des attentats dévoyés, le terrorisme de masse, de l'opération Homo, c'est-à-dire de l'attentat individuel. C'est ainsi que pas moins de 212 définitions du terrorisme ont été dénombrées en anglais. Citons quelques définitions. Le bombardement de Dresde répond à celle de Raymond Aron. Une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques. Le dépôt d'une bombe dans un lieu public correspond à celle de Paul Wilkinson, pour lequel le terrorisme est l'usage systématique d'une violence politique par des petits groupes conspirateurs dont le but est d'influencer des positions politiques plutôt que de défaire matériellement l'ennemi. Quand la Convention sur le financement du terrorisme qualifie de terroriste tout acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à toute personne civile ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, il s'agit d'une définition conforme aux règles du droit humanitaire. Mais ce même document change de registre en considérant un acte comme terroriste quand par sa nature ou son contexte, il est destiné à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Une telle extension, qui prévaut aujourd'hui dans les documents se rapportant aux mesures antiterroristes, si l'on reconnaît cette interprétation, le fait de s'opposer par les armes à la politique de Montoire devient un acte terroriste puisque l'objectif était de contraindre un gouvernement, celui de Vichy, à ne pas mettre en œuvre une politique, celle de la collaboration. L'important pour autoriser une définition du terrorisme est de distinguer lors de chaque guerre le type de conflit, les forces en présence, les moyens militaires utilisés, les cibles visées et les mobiles des combattants. Il s'avère utile, pour se positionner, de poser le problème en partant d'actes
qui répondent à la définition étymologique du terrorisme, c'est-à-dire semer la terreur. Tel est le cas pour la bombe atomique d'Hiroshima, ou l'attentat contre le Milk Bar pendant la bataille d'Alger. Choix là volontaire de deux exemples qui ne s'inscrivent pas dans des conflits en cours, qui sont antérieurs aux dispositions actuelles du droit humanitaire, qui ne sont pas de même intensité, l'un relevant du terrorisme d'État, l'autre du terrorisme arme des faibles dans une guerre asymétrique. En quoi sont-ils comparables? En quoi diffèrent-ils? Et surtout comment, dans ces deux cas, en l'absence d'une définition du terrorisme au regard du droit humanitaire aujourd'hui, seraient traités les combattants et aussi, il faut toujours le relever, la chaîne de commandement. Dans le premier cas, il s'agit d'un acte, donc la bombe d'Hiroshima, d'un acte de guerre commis par une armée régulière, disposant de moyens militaires, technologiques et scientifiques d'une grande puissance. L'opération est conduite à la suite d'une décision prise au plus haut niveau de l'État, non pas pour détruire des objectifs militaires ou stratégiques, mais en visant délibérément des populations civiles dans le but d'abréger le cours de la guerre en Extrême-Orient. Mais aussi, alors que les actes de vengeance sont aujourd'hui condamnés par les conventions de Genève, selon les déclarations du président Truman lui-même, avec l'intention de venger Pearl Harbor et les traitements infligés par les Japonais aux prisonniers de guerre états-uniens. Dans le second cas, l'attentat du Milk Bar à Alger, il s'agit d'une opération conduite par un mouvement de libération agissant dans la clandestinité qui, dans l'impossibilité face à une armée moderne de mener une guerre conventionnelle, a recours à la guérilla. Si le mouvement, en l'occurrence le FLN algérien, bénéficie d'un très important soutien dans la population, ses moyens militaires sont obsolètes. En perpétrant des attentats, trois objectifs sont recherchés. Le premier, en raison de l'inégalité des rapports de force, soutenir les maquis en déplaçant l'affrontement des campagnes vers les villes. Le deuxième, répondre à la répression de l'État colonisateur et frapper la communauté des colons en réponse aux attentats commis par des groupes ultras dans la Casbah. Le troisième, se servir par le moyen de l'attentat de l'arme médiatique afin d'internationaliser leur lutte. Autre distinction à prendre en compte, ces actions ne sont pas décidées par un pouvoir constitué, ni par une chaîne de commandement militaire, mais en raison des règles de la clandestinité et du quadrillage du pays par l'adversaire. Ces opérations sont décidées par des responsables locaux ou régionaux. Les deux opérations invoquées, qu'il s'agisse des conséquences humaines, du coup porté à l'ennemi ou de l'influence de l'opération sur les suites du conflit, ne sont en rien comparables. Hiroshima est un acte de guerre dans un conflit de haute intensité qui oppose des États et des armées régulières qui va amener la capitulation du Japon. Le Milk Bar correspond au niveau d'opération possible dans une guerre asymétrique, opération dont on sait qu'elles ne permettront pas ni de vaincre militairement l'ennemi, ni de modifier le rapport de force. Ces différences soulignées, il s'agit de deux actes considérés au sens des conventions de Genève comme des crimes de guerre. Le premier pouvant être également qualifié de crime contre l'humanité. Pour autant, leur traitement par la juridiction internationale est radicalement différent. Si le poseur de bombe du Milk Bar est considéré comme un terroriste, ni l'équipage d'Enola Bay, l'avion qui transportait la bombe atomique, ni les responsables politiques et militaires qui ont donné l'ordre de larguer Little Boy n'encourent le risque d'être poursuivis et jugés. De plus, au cas où l'avion aurait été abattu, sur le chemin du retour, les membres de l'équipage en tenue militaire auraient bénéficié, comme prisonniers de guerre, de la protection des conventions de Genève. Au contraire, du poseur de bombes du Milk Bar et des membres de son réseau, exclus des règles du droit humanitaire, ceux-ci ne peuvent en effet être considérés comme des combattants, puisqu'ils étaient dépourvus d'un signe distinctif fixe, reconnaissable à distance. L'article 44.3 du protocole additionnel des conventions de Genève apporte une importante nuance à cette disposition, mais surtout parce qu'ils ne portaient pas ouvertement leurs armes. Ils sont donc des criminels et l'organisation à laquelle ils appartiennent se voit qualifiée de terroriste. Cela en dépit du fait que les poseurs de bombes peuvent se revendiquer d'une double légitimité. La première, leur pays est colonisé, et la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies stipule que la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme. Seconde légitimité, d'ordre militaire celle-ci, ces hommes et ces femmes se battent avec les moyens dont ils disposent,
Rappelons la réponse faite par Larbi Benmidi, responsable de la wilaya d'Alger, aux officiers français après son arrestation. À la question de savoir s'ils n'avaient pas honte d'utiliser des femmes pour sortir de la Casbah des bombes placées dans leurs couffins, il leur répondit « Donnez-moi vos avions et je vous donnerai mes couffins », posant ainsi la question essentielle des guerres asymétriques, celle du déséquilibre des moyens militaires entre les belligérants. Engrenage de la peur ou ivresse du carnage, il n'y a pas de guerre sans abomination ni bavure. Lâcher une bombe atomique et commettre un attentat avec une bombe artisanale sont l'un et l'autre des actes terroristes que le droit international condamne. Qu'est-ce qui différencie au regard du droit humanitaire alors le traitement différent qui est réservé à ces deux actes? Qu'est-ce qui décide qu'un acte de guerre devient un acte terroriste et l'inverse? Pour ne pas être qualifié de terroriste, l'angélisme propose des moyens pacifiques. Mais les trois singes de la sagesse n'y changeront rien. Notre réflexion part d'une tragique réalité, devenue quotidienne à laquelle il faut répondre, sauf à proposer qu'il n'y a qu'une logique, celle de la loi du plus fort, des guerres préventives et punitives, de l'inégalité entre les belligérants et d'affirmer que la puissance militaire a force de loi. Toute approche du terrorisme doit nécessairement s'accompagner d'une interrogation sur le recours au terrorisme comme stratégie militaire, sur son efficacité ou inefficacité opérationnelle et politique, sur les moyens d'action dont dispose un mouvement armé lors d'une guerre asymétrique. Un jugement doit également être porté sur l'idéologisation et les dérives sacrificielles du terrorisme. Ce sont là des questions incontournables, en reconnaissant le droit pour un peuple subissant la violence d'un régime répressif, dictatorial et colonial, à une occupation étrangère. Et là, j'en reviens à ce qu'a dit Mireille sur la fameuse résolution de l'ONU du 14 décembre 1960, qui relevait d'un autre rapport de force et qui reconnaissait pleinement les droits au mouvement de libération. Les conventions de Genève, les protocoles additionnels ou les conventions de l'ONU peuvent parfaitement servir de base pour distinguer dans ce qui est communément qualifié d'acte terroriste entre l'acte criminel et l'acte de guerre. C'est le cas en particulier du protocole additionnel 1 et des articles 43, se rapportant aux forces armées, 44 concernant les combattants et prisonniers de guerre, 45 pour la protection des personnes ayant pris part aux hostilités, 37 pour l'interdiction de la perfidie, voire de l'article 47 qualifiant les mercenaires. Encore faut-il que le travail de distinction rompe avec l'ambiguïté qui caractérise souvent ces documents et la lecture sélective qui en est faite, laissant le champ libre aux interprétations à l'avantage du vainqueur ou du plus fort. Se fondant sur ces documents, essayons d'être concrets. Si l'on prend les règles du droit de la guerre, les attentats perpétrés lors des guerres asymétriques à l'encontre des forces armées occupantes, des représentants du pouvoir, des collaborateurs, à l'exclusion d'attentats visant délibérément des populations civiles, seraient aujourd'hui considérés comme des actes de guerre, pour autant que lors de ces opérations, leurs auteurs, outre un signe distinctif fixe, reconnaissable à distance, portent ouvertement leurs armes. Au regard du caractère de nombreux conflits passés et en cours surtout, exiger cela revient à en faire des martyrs désignés. Toute loi est évolutive. Il peut, sous une forme à définir, être stipulé les conditions auxquelles ceux qui visent des forces armées occupantes, des représentants du pouvoir, gouvernement ou police, des collaborateurs, peuvent se voir accorder le titre de combattant, bien qu'ils ne portent aucun signe distinctif visible et ne portent pas ouvertement leurs armes. Si la perfidie est condamnée par le droit international, le camouflage est un art de la guerre. De telles opérations ne peuvent être menées sans une réelle capacité militaire, sans soutien dans la population et sans source d'informations fiables. Un critère essentiel de définition d'un acte de guerre doit être l'objectif visé. S'il s'agit d'un objectif militaire ou visant le pouvoir, il s'agit d'un acte de guerre. Si l'objectif est des civils, il s'agit d'un acte que condamne le droit international. Une telle disposition n'exclut pas des victimes civiles, celles dans les tragédies des guerres, mais les documents internationaux demandent de faire une distinction entre des pertes civiles excessives ou manifestement excessives, on l'a vu ce matin. Ce critère abstrait, s'il en est insupportable, a été adopté dans le cas des bombardements. Pourquoi ne pourrait-il pas l'être dans d'autres opérations? En refusant la recherche d'une définition adéquate, et la difficulté est grande,
On nourrit le terrorisme aveugle qui vise exclusivement ou indistinctement les civils et que condamne le droit humanitaire. Comment demander à des combattants de se soumettre aux règles du droit humanitaire si ces règles ne peuvent leur être appliquées? Il ne faut pas non plus oublier l'un des plus vieux préceptes de la guerre, qui est de toujours ménager l'adversaire, car sans issue, faute de quoi il devient enragé. Certes, on peut évoquer l'argument que la seule recherche d'une définition du terrorisme revient à céder au terrorisme, à le légitimer. Mais quelle réponse donner à ceux qui disent « nous n'avons que cette option » comme stratégie insurrectionnelle? Quelle réponse donner à ceux qui évoquent à leur encontre le recours au terrorisme d'État, conduit par des armées régulières, disposant d'une supériorité militaire absolue, faisant appel à des commandos, des paramilitaires ou des agents qui disposent d'une couverture de pénétration et de repli optimum? Quelle réponse donner à ceux qui sont confrontés aux grandes puissances, qui imposent sans limite leur domination politique, économique, financière et militaire, en ayant recours, pour citer encore et toujours Clausewitz, à la guerre moderne absolue, dans toute son énergie écrasante? Le perfectionnement des moyens d'extermination et les massacres ne faisant que gagner en rationalité. Si l'on veut combattre le terrorisme aveugle et fanatique, il faut rompre avec un discours démocratique qui couvre des politiques impérialistes. Il faut cesser d'utiliser l'arme du terrorisme comme à Falloujah, ce Guernica de la guerre d'Irak, et ne pas permettre que l'excuse des lacunes du droit serve à violer le droit. Ceci ne justifie en rien l'abomination de cet au-delà de l'entendement que représente le sacrifice mortifère de nombreux terroristes. Faisant écho au « tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens » réservé au Qatar lors du sac de Béziers. Face à ce triomphe de la déraison, il faut retisser les fils de l'entendement. L'un de ceux-ci est le droit humanitaire. Son rôle essentiel et à la fois tragique est de borner la barbarie et de réguler les guerres. Les sociétés se posent des questions qu'elles ont à résoudre. Le besoin d'une définition juridique du terrorisme est une question concrète, posée et à résoudre. En 1864, les premières conventions de Genève ont reconnu que les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés. Pour que cela soit accepté, il a fallu un carnage de plus.